Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission ? Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire, mais aussi celle de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site uncadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes, sous forme de conversations sincères, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute! Ludovic est une personne assez incroyable. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a plus de 4000 amis Facebook et qui est capable de créer et d'entretenir avec chacun une relation authentique ? Après l'avoir écouté, je suis sûre d'ailleurs que vous voudrez être son 4001e ami. Fort de cette énergie, Ludovic a vécu 1000 vies en une. Il a vécu à Buenos Aires, à Dubaï, à San Francisco, à Rio, à São Paulo. En 2012, à 25 ans seulement, il est déjà en train de recruter 200 personnes pour créer une usine à Dubaï. Cette expérience lui fait prendre conscience que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils font leur métier et donnent l'impression de le subir. Il commence alors à réfléchir à un projet pour faire changer cela. Après avoir réussi, avec son culot et sa spontanéité inimitable, à convaincre Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix rien que ça, de rejoindre le projet, Ludovic crée Chance avec Clémence, avec une vraie conviction sur l'égalité des chances et une énergie de dingue. Mais parce que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, surtout pas la sienne, un burn-out en 2018 vient remettre beaucoup de choses en question. Dans sa vie, mais aussi dans sa façon d'entreprendre et de co-diriger aujourd'hui Chance, Ludovic a tout changé et il nous raconte cette histoire. Bonjour Ludovic. Bonjour Laura. Ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast. Merci de ton invitation. Est-ce qu'on peut commencer vraiment très très longtemps en arrière ? Tu peux me dire quel enfant tu étais ? Quel enfant j'étais ? J'étais un enfant super timide. J'étais un enfant qui parlait peu. Et c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Tu verras ça. Je pose cette question parce que j'aime bien savoir comment se sentaient, comment étaient les gens au départ. J'ai l'impression que quand on est petit, assez naturellement, on fait des choses qu'on aime sans trop les mentaliser. Et parfois, dans sa vie d'adulte, souvent, en tout cas, on retrouve dans son alignement des choses qu'on aimait faire petit. Je sais pas si toi, il y avait des choses que tu aimais faire. Écoute, quand j'étais petit, je voulais être psy. Donc, je sais pas si peut-être il y a quelque chose à aller chercher là, mais je voulais être psy et je savais absolument pas ce que ça voulait dire. La petite histoire, c'est que je sais pas quel âge j'avais 7-8 ans. Et ma mère était dans le salon et je voulais absolument qu'elle m'emmène se promener. Et puis je lui dis mais qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit je réfléchis. Je lui dis mais tu peux pas réfléchir plus vite ? Elle me dit non. Je lui dis mais comment est-ce qu'on pourrait t'aider à réfléchir plus vite pour aller se promener ? Et elle me dit je sais pas, il y a pas quelqu'un ? Si, il y a un psy. Et je me suis dit c'est trop bien d'être psy, ça permet aux gens de réfléchir plus vite. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit il faut que je sois psy absolument. J'avais aucune idée de ce que c'était et dans ma tête ça s'écrivait PSI. Super. Et ça permet d'aller plus vite se promener, c'est quand même vachement bien. N'est-ce pas ? Se promener dans la vie. Super. Alors, du coup, je l'ai dit dans l'intro, tu es le cofondateur de Chance. Alors, on reviendra un tout petit peu plus tard sur la genèse du projet, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aujourd'hui ce que c'est Chance ? Et j'ai notamment vu passer le mot Psytech. Qu'est-ce que c'est la Psytech ? Chance, c'est en fait, tu vois, l'idée de se dire qu'aujourd'hui, tu as 2/3 des gens qui se disent peu engagés au travail, qui se disent démotivés par ce qu'ils font. 2/3, c'est astronomique. Et tu as 1/3 qui n'osent pas changer parce qu'ils ont peur de se tromper. Or, il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils, de techniques, de méthodes, de psychologie, de profiling, d'accompagnement psychologique, de coaching, qui sont réservés à une archi-élite de top CEO. Et l'idée de Chance, c'est se dire, si on arrive à packager cette offre à travers l'utilisation et de la technologie et de la psychologie, et de la rendre accessible à tous, donc aux cadres et aux non-cadres, alors, dans 10 ans, plus personne ne naviguera au hasard dans sa carrière et la pilotera. Et en fait, Chance, c'est un système d'assistance à la prise de décision. Et en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir le travail qui te rendra heureux, quel que soit ton passé.
énormément de gens à 30 ans, à 40 ans, se sont vus dicter dans la vie leur prochaine étape. Donc, c'est le principe de tes études. Tu vas faire un truc généraliste parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça ou parce que ça te semble ne pas te fermer des portes. Et puis, tu commences à prendre un job parce que t'as entendu parler de ce type de fonction. Puis ensuite, tu vas être promu une fois. Tu vas changer vers un deuxième job, toujours dans la même lignée, vers quelque chose d'un peu plus prestigieux, avec des responsabilités un peu supérieures. Puis, une fois que tu as bien fait tout ce qu'on t'avait dit de faire, tu es dans une situation où tu dis « Ok, super ». Et maintenant, quoi, les 30, 40 prochaines années, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne veux pas ressembler à mon boss. Je vais faire autre chose. Au début, c'est très simple, c'est très léger. Il suffit d'aller regarder. Puis tu as les quelques premières semaines qui sont hyper joyeuses en se disant attends, c'est super, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et puis ensuite, très vite, tu es gelé, quoi. En disant ouais, mais d'accord, mais c'est hyper complexe, mais du coup, ça veut dire que je vais devoir avoir besoin de réduire mon salaire, mais en fait, vers quoi ? Mais en fait, je suis nul, je suis pas capable de faire ça. Et en fait, c'est le principe on appelle ça le sunk cost Mr. Freeze effect, qui est en fait le principe de sunk cost, tout ce que j'ai fait comme effort avant dans ma fonction professionnelle, tout va être perdu, en fait. Et donc, du coup, je veux absolument pas bouger parce que je vais continuer parce que finalement, et donc, sunk cost, on continue dans la même direction. Et ça, c'est la crise de la trentaine, c'est la crise de la quarantaine, c'est tous les potes que vous voyez autour de vous qui vous disent il y a 6 mois, Laura, j'ai envie de changer de boulot. Et puis, vous le revoyez 6 mois après pour redîner ensemble. Est-ce que tu as changé ? Non, toujours pas. Tu vois de qui je parle ? Et cet ami, vous en avez un, deux, probablement, voire peut-être que c'est vous. Et donc, c'était pour cet ami qui avait eu urgence de créer Chance. Et ce qu'on fait, en fait, c'est d'accepter, d'embrasser la complexité du choix professionnel, qui est en fait un choix de vie, remettre à plat la vie et l'organiser autour de 4 piliers. Parce qu'en fait, 4 piliers du travail. On définit un travail par un métier. Donc, designer, c'est un métier. 2, une finalité. Pourquoi ? La notion d'utilité. 3, l'environnement de travail. Et 4, les impératifs choisis et personnels, qui sont des impératifs financiers. J'ai un emprunt à rembourser, j'ai des enfants à charge. Géographique, je dois rester dans ce bassin parce que je suis séparé et que j'ai envie de voir mes enfants. 3, horaire, il faut que je récupère mes enfants à telle heure. Et donc, sur la base de ces 4 piliers, on définit la vie cible, en fait. Parce que très rapidement, les gens se posent des questions par rapport au travail, mais en fait, c'est l'ensemble de ta vie qu'il faut remettre à plat. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est un vrai point. C'est que quand tu passes 50 heures par semaine à faire ton boulot, en réalité, le boulot fait partie intégrante de ta vie fait partie de ton boulot et il n'y a pas trop de différence. Donc, j'aime bien votre slogan, d'ailleurs, qui est « Faites ce que vous êtes », c'est ça ? Absolument. En fait, le sujet, c'est que c'est extrêmement complexe. Essayer de mettre à plat sa vie est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'il faut y aller méthodologiquement. Et c'est extrêmement complexe. Et en fait, le monde du travail et toutes ces évolutions va croissant. Notre credo est de dire aucun humain, aucun spécialiste d'orientation professionnelle, aucun coach seul ne peut avoir la capacité d'embrasser cette complexité du monde du travail. Donc question, est-ce que la technologie ou l'intelligence artificielle peuvent se faire seuls ? Réponse non, parce que en fait, si la technologie a une puissance de calcul qui est extraordinaire, elle n'a pas et elle n'aura pas pour les 20 prochaines années à venir, à minima, la capacité de naviguer la finesse de la psychologie humaine, le je ne sais quoi. Et donc, la bonne réponse est d'essayer d'utiliser le meilleur des deux mondes, et c'est ce qu'on a appelé la psytech dans sa création. Et concrètement, par quoi ça se matérialise ? C'est en fait ce dialogue entre deux dynamiques qui sont l'auto-coaching, le coaching par la machine, et le vidéo-coaching avec un coach pro en vidéo qui est choisi sur la base de ta personnalité, des datas d'auto-coaching. Et qui est un humain, absolument. Et là, en fait, la métaphore, c'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne, en disant tout ce qui peut être fait mieux par la machine, à savoir les IRM, les scanners, les radios, sont faits par la machine. Et puis ensuite, cette donnée vient nourrir le coach pro qui peut, tel un chirurgien, venir intervenir très particulièrement sur une barrière psychologique, sur une croyance limitante, et donc être extrêmement efficace dans son approche de ce qu'on appelle le talent. Et donc, il y a ce dialogue en permanence d'auto-coaching, vidéo-coaching, auto-coaching, vidéo-coaching. C'est ça la psytech et c'est ça l'unicité de Chance. Avec une méthode qui permet d'approcher, de déconstruire et puis petit à petit de reconstruire.
Et justement, alors du coup, ça permet de reconstruire et de trouver un peu sa voie. Cette question-là, on m'a parfois dit que c'était une question de riche, que c'est un privilège de pouvoir te demander si le boulot que tu fais, c'est vraiment ta bonne place, tout ça. Alors, moi, je trouve que à la fois, effectivement, c'est un privilège et en même temps, du coup, c'est un devoir, parce que je me dis, si moi, qui suis dans la position de pouvoir le faire, je ne le fais pas et je ne me mets pas comme objectif dans la vie d'être heureuse et épanouie et alignée dans ce à quoi j'occupe mes journées, qui le fera? Et en même temps, ce que je trouve super intéressant avec Chance, c'est vous êtes lancé un petit peu le pari de rendre ce questionnement-là, accessible à tous, y compris à ceux qui sont pas dans les positions les plus aisées, avec le plus haut niveau d'études. Comment vous avez fait ça et pourquoi ? Merci de cette question. Donc Chance est né, c'est l'égalité des chances derrière. C'est en fait le fait de se dire, dans un pays comme la France, aujourd'hui, vous avez, si vous faites partie des 25% des Français aux salaires les moins élevés, il va falloir en moyenne 6 générations à votre descendance pour passer au-dessus du salaire médian. 6 générations, c'est 2 siècles. Et c'est un chiffre de 2018 OCDE. Et la France est au-dessous de la moyenne de l'OCDE qui est à 4,5, au-dessous de l'Espagne qui est à 4, enfin au-dessus en génération, mais pire. Et le Danemark, c'est 2. Donc en fait, il n'y a pas de mobilité sociale dans un pays comme la France, à part quelques affaires anecdotiques. Donc quel est le credo de Chance ? Et de dire l'engagement au travail est une condition qui est nécessaire à la performance au travail, qui elle-même est une condition nécessaire à la mobilité sociale. Donc si on arrive à travailler sur la notion d'engagement au travail, on peut avoir un impact positif. C'est le meilleur levier qu'on peut avoir pour améliorer l'égalité des chances. C'est pour ça que Chance travaille sur l'engagement au travail de tous. Qu'est-ce qui limite l'engagement au travail ? Il y a des barrières internes, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que le monde peut avoir à m'offrir. Puis il y a des barrières externes qui sont mon environnement direct, qui crée des biais et qui me limite, ou la société avec les discriminations, qu'elles soient illégales, on les connaît tous, genre, orientation sexuelle, etc., ou ce qu'on appelle, nous, les discriminations politiquement correctes et acceptées, qui sont les gens qui discriminent en recrutant sur CV uniquement avec certains diplômes, uniquement avec certaines expériences pro passées. Et donc, voilà pourquoi on fait ça. Mais sur ta question de est-ce que c'est un sujet de riche ou pas ? En fait, et c'est souvent, on se fait gentiment attaquer par des organisations sociales de terrain, des vieux de la vieille qui sont là depuis l'aube des temps, et qui nous disent non mais vous comprenez rien au terrain, vous êtes une boîte de tech, de petits jeunes, c'est pas ça le sujet. Les gens, ce qu'il leur faut, les jeunes dans les banlieues, ce qu'il leur faut, c'est un job en intérim. Vous comprenez rien, c'est pas du tout leur sujet de commencer à réfléchir au sens de la vie, etc. Et en fait, le sujet de la réflexion est pour le haut de la pyramide de Maslow. On leur dit mais d'accord, c'est très bien. Donc, continuons à faire ce qu'on fait depuis 100 ans, ça marche pas. Donc, il y a beaucoup de chances qu'en continuant à faire la même chose, ça fonctionne. Et en fait, et en allant plus loin, en fait, ce genre de raisonnement consiste à dire qu'il y a certains citoyens qui peuvent se poser des questions existentielles et d'autres non. Extrêmement dangereux quand on commence à penser à des citoyens de classe A et des citoyens de classe B. Et monsieur ou madame qui attaque sur ce sujet, vous sous-entendez que le jeune dans sa banlieue n'est pas capable de réfléchir à ce qui l'anime dans ce qu'il fait, n'est pas capable de sentir ce qui lui donne de l'énergie, n'est pas capable de voir ce qui lui fait briller les yeux, n'est pas capable de sentir quelles sont ses peurs. Évidemment qu'il est capable. La question c'est comment est-ce qu'on le rend accessible, comment on le présente de la bonne des façons. Et si on veut changer les choses, il faut déclencher quelque chose de différent et de profond. C'est comme ça qu'on change un parcours de vie. C'est pas en envoyant la personne encore en intérim pour la 12e fois, la même mission qui fondamentalement l'emmerde, mais on le renvoie et après on se demande pourquoi est-ce que la personne va aller pointer à Pôle emploi 3 mois après. Donc c'est notre credo, et de se dire en fait, le sujet d'identifier le travail qui est aligné avec qui je suis, c'est un sujet pour l'ensemble de la société, et il faut le rendre accessible à tous, et aujourd'hui on peut le faire par la psytech. Super intéressant. Du coup, pour revenir un peu sur le burn-out, concrètement, est-ce que le burn-out, ça a été un sujet dans Chance ? Est-ce que vous recevez beaucoup de gens qui ont fait un burn-out ou qui sont pas loin ? Comment vous le traitez et comment vous vous empêchez potentiellement des gens d'y tomber ? C'est intéressant parce que tout le monde ne met pas exactement la même chose derrière le mot burn-out. Ce qu'il y a de commun, c'est une perte de sens, une perte de gaieté, une fatigue, une lassitude,
un manque d'envie et le sentiment d'être bloqué. Et ça, selon les gens et les caractères, ça s'exprime de façon différente. Chance, d'une certaine façon, fait du préventif. C'est-à-dire que je suis convaincu, et on fait tout pour, que dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, ce soit une hygiène de santé mentale que de savoir pourquoi est-ce que on fait ce qu'on fait dans la vie et les choix qu'on fait. Et que ce soit pas uniquement curatif quand il est déjà super tard parce que en fait on a dépassé les limites. Donc quand on sent qu'on n'est pas aligné, se dire je vais faire proactivement un choix de faire le bilan de ce qui est en train de se passer et savoir comment est-ce que je vais passer à la prochaine étape et de le faire tout au long de sa vie en fait. C'est pas juste un programme à faire une fois, il faut tous les 3 ans refaire un point pour savoir ok où est-ce que je vais après, des choses ont changé dans mes aspirations, dans mes motivations intrinsèques, extrinsèques, etc. C'est super intéressant. Tu devrais rencontrer Pierre-Étienne que j'ai eu sur le podcast il y a quelques épisodes qui parle lui aussi d'hygiène de santé mentale sur le fait de potentiellement dans sa vie s'autoriser à consulter un psy, un coach quand on a un sujet à résoudre qui est même pas forcément un problème, juste quelque chose sur lequel on voudrait travailler en disant vraiment en fait on nous enjoint souvent à prendre soin de notre santé physique, à manger 5 fruits et légumes, à manger, bouger, tout ça. Et en fait la santé mentale ça reste le truc, tout le monde en a peur et il faut surtout pas en parler. Et en réalité, je suis complètement d'accord. C'est une hygiène parce que on se rend compte qu'on peut vite s'enliser dans des non-questionnements. Et pour le coup, je sais pas si c'est très fréquent de faire un burn-out au début de sa trentaine, comme ça a été mon cas. Néanmoins, je me rends compte que je me traîne quand même déjà 15 ans de vie où je me suis pas posé de questions, où j'ai suivi ma lancée sans jamais me remettre en question sur mon alignement et ça a laissé des traces. Donc j'ose imaginer ce que ça fait si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu fais la même chose sans te demander pourquoi tu le fais. Sur le sujet de la santé mentale, c'est marrant, il y a 10 ans j'habitais en Argentine donc et aller voir un psy, c'est comme aller à la gym. C'est-à-dire que paradoxalement, si tu ne vas pas voir un psy et que tu habites à Buenos Aires, on va te demander si tu es malade. C'est-à-dire que c'est exactement comme aller chez le dentiste. Ok. Tu vas pas chez le dentiste uniquement quand tu as une carie. Tu y vas une fois par an pour aller vérifier que tout est OK et puis faire ton détartrage, etc. Donc c'est ça la notion d'hygiène et de sortir du curatif pour aller vers le proactif. Là où, culturellement, en France, esprit très cartésien, esprit très je peux m'en sortir tout seul et puis tout ça, le socio-émotionnel, c'est du bullshit de gens qui vont pas bien et qui se posent trop de questions. On est en train de sortir énormément de ça. T'as le burn-out, la maladie du 21e siècle, la question du sens qui est vraiment quelque chose qui se développe très fortement. Et puis, sur ce que tu disais sur la trentaine, en fait, ce qui est très intéressant quand tu fais un burn-out, ce qui a également été mon cas, tu commences à en parler avec les autres. Et puis tu te rends compte, en fait, qu'il y a plein de gens qui ont fait des burn-out. Je sais pas si c'était ton cas aussi, mais quand tu commences à dire ça, tu te rends compte que en fait t'es pas du tout seul, sauf que les gens n'en parlent pas et le crient pas sur tous les toits. C'est totalement la genèse de ce projet. En fait, au départ, quand j'ai pris conscience que c'était ça, déjà j'en ai pas pris conscience toute seule, quelqu'un me l'a dit et ça m'a fait un peu l'effet d'une gifle. C'était en janvier. Et ensuite, j'ai passé quelques mois à pas vraiment le dire parce que je pense que j'étais pas très à l'aise. J'avais l'impression que personne n'était concerné, que j'étais vraiment la seule et je me sentais honteuse. Et finalement, c'est en juillet où j'ai partagé mon témoignage parce que j'ai réfléchi au sujet et que je me suis dit, en réalité, je commençais à pressentir ce que tu dis, que j'étais pas du tout la seule mais que personne ne voulait en parler. Et j'avais pas envie de moi aussi mettre ma pierre dans ce mur de on a honte, on n'en parle pas et de me dire en fait je fais pareil que les autres. Et du coup je me suis dit je vais le dire. Et j'ai reçu après ce témoignage peut-être 200 messages de gens proches ou moins proches qui m'ont dit soit qu'ils avaient vécu la même chose, soit qu'ils connaissaient quelqu'un qui était un de leurs proches, un de leurs collègues, un de leurs amis, une personne de leur famille. Et vraiment c'est ça qui m'a donné envie en fait d'en parler plus. Alors il y a pas mal d'initiatives qui commencent à naître sur le sujet parce que comme tu dis malheureusement c'est la maladie du 21e siècle, mais ouais je crois que c'est encore parfois tabou et pourtant il y a beaucoup de gens, mais moi je me suis sentie très seule au départ. La solitude, c'est le cœur, et c'est pour ça que c'est génial l'initiative que tu es en train de mener avec le podcast. Et félicitations du coup. Et ce sera plus le cas du coup dans 5 ans, puisque les gens sentiront et auront plus cette gêne absolue sur ce sujet et sur le sujet d'en parler. Moi, j'en ai parlé à mes proches à ce moment-là, mais j'en ai pas parlé publiquement. Et puis il y a 1 an, pendant le confinement, il y a moins d'1 an.
en fait, exactement 2 ans après le burn-out, je pourrais t'en parler tout à l'heure, on a relevé des fonds. Et on a tout changé dans la boîte chez Chance, mais c'est jour pour jour. Et à ce moment-là, j'ai partagé un post sur LinkedIn disant, il y a exactement 2 ans, j'étais en burn-out et aujourd'hui, voilà où on en est. Il y a eu 1000 réactions à ce post, 80 000 personnes qui ont vu le post et des messages à n'en plus pouvoir partout. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Évidemment, en partageant quelque chose où je présente une vulnérabilité, je m'attends à essayer de déclencher quelque chose, mais certainement pas dans ces proportions. Ouais, c'est incroyable. Et justement, enfin, je veux bien, si tu acceptes de le faire, de revenir un peu sur cette histoire-là, du coup, de ta vie plus personnelle. Et voilà un peu quelle a été ton histoire et comment tu as été accompagné pour t'en sortir. Absolument. Mon burn-out, c'était en 2018. Donc, il y a maintenant 2 ans et demi. Quel était le contexte ? À ce moment-là, j'habitais à Rio. On avait ouvert une filiale à São Paulo, donc à 1 heure d'avion, où j'allais tous les 3 jours. Et puis, on avait une filiale en France, où j'allais 1 fois par mois pendant 3 jours. Donc, je dormais jamais plus de 4 jours dans le même lit. Et puis, avec une très, très forte demande pour le travail, où la boîte grandissait très fortement. On avait 40 personnes au Brésil, 20 personnes en France. Il fallait courir partout et être sur tous les fronts en même temps. Puis, on avait un modèle. Il se trouve que je donnais énormément à mon travail parce que j'y trouvais un sens. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que à ce moment-là, donc, on servait uniquement, on faisait du coaching d'orientation pour les personnes avec maximum bac+2, d'abord au Brésil, ensuite en France, dans les favelas au Brésil, et on était payé par les entreprises où on les plaçait. Puis en fait, on s'est rendu compte que on devenait une boîte de recrutement comme les autres parce que finalement, on avait tendance à orienter les gens vers les boîtes qui étaient nos clientes. Et à ce moment-là, il y a quand même une grosse crise d'identité en disant, à ce moment-là, ça faisait 3-4 ans que je donnais tout pour mon travail, avec un sens derrière de ce que je faisais, et que on était devenu une boîte comme les autres, une boîte de recrutement digital, certes, mais c'était pas du tout pour ça que cette boîte avait été créée. Et à ce moment-là, tu dis, en fait, on fait fausse route. Il y avait d'autres aspects également, mais on fait fausse route. Il faut changer. Et à ce moment-là, il a fallu, et c'est ça qui a été le déclencheur du burn-out, où en fait, il a fallu se dire, ok, soit j'abandonne le sens, j'abandonne le sens de ce pourquoi on fait les choses et pourquoi cette boîte est née et pourquoi tous les gens autour de nous étaient là. On avait un partenariat historique avec Google, avec notre président Mohamed Younous, avec des actionnaires, des partenaires, etc. Soit il faut réduire très très fortement la voilure, changer complètement notre business model et licencier 80% de la boîte. Et à ce moment-là, décision a été de licencier 80% de la boîte. Donc 50 personnes, personnellement. D'abord au Brésil et ensuite avion en France. Déménagement par la même occasion pour fermer le bureau brésilien en 3 jours. Donc tu plies bagages sur 3 ans de vie en 3 jours. Et ça, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré face à l'équipe où en fait, j'arrivais pas. D'abord, j'ai pas réussi à leur transmettre le message. Donc, tu vois, il fallait déjà prévenir la France avec le décalage horaire si les Brésiliens le savaient avant les Français. Ça allait pas, donc j'ai commencé par faire un Skype à 7h du mat. Et j'ai pas réussi à parler, quoi. J'arrivais pas. Complètement épuisé nerveusement. Et puis ensuite, je suis arrivé au Brésil et là, t'as 40 personnes qui pleurent ensemble, quoi. Et puis, et ça, c'était très dur. C'était hyper dur. Et en fait, quelques jours avant ça, et pour moi c'est ça qui a symbolisé le burn-out, j'étais dans mon lit, il y avait toutes ces décisions à prendre avant le jour où on a fait tous les licenciements et normalement je suis quelqu'un qui est bourré d'énergie, qui court pour aller au travail et qui ensuite court partout et qui est tout content, et là je me suis réveillé et je me suis dit j'ai pas envie d'aller bosser, ce qui m'arrive jamais, et 2, je me suis dit en fait est-ce que je vais prendre une douche ou je prends un verre d'eau? Puis je me dis non, en fait, je vais prendre un verre d'eau d'abord et ensuite prendre une douche. Non, en fait, je vais prendre une douche. Et ça a duré peut-être 2 minutes, 3 minutes. En fait, j'étais plus capable de prendre une décision aussi simple soit-elle. Là, je me suis dit, un truc qui tourne vraiment pas rond. Et c'est là que je me suis dit, ok, mon cerveau fonctionne plus normalement. Ça s'appelle un burn-out. Et là, personne n'a eu besoin de me le dire. Je me suis dit, Ludo,
là, t'es out. Et j'ai annulé tous mes rendez-vous, immédiatement. Puis, décision de faire ce licenciement, un par un, parce que c'était mon rôle, ma mission et ma responsabilité. Et ensuite, mon associé Clémence m'a dit, je veux plus te voir pendant 2 semaines. Ça, c'était le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Et sa solidité à ce moment-là, dans le moment du burn-out, était absolument fondamentale pour qu'on puisse retourner la boîte et que Chance devienne ce que c'est aujourd'hui. Et à ce moment-là, je me suis dit, elle me dit, je veux plus te voir. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? On était en avril. Tous tes copains sont pas là. Je m'étais séparé de ma petite amie 3 mois avant, puisque évidemment tout ça, ça contribue bien à tous ces éléments. J'étais revenu en France, où j'étais plus depuis 8 ans. Et puis je me suis dit, je vais aller faire une thalassothérapie tout seul, avec des vieux. Pourquoi pas? Et je suis allé à Évian. Et puis je suis parti avec des bouquins et rien d'autre. Et c'était génial. Et ensuite, j'avais des amis qui faisaient un jeûne. Et je me suis dit, jamais j'aurais fait ça avant. Je me suis dit, de toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Je vais être avec des amis, c'est mes seuls amis qui sont en vacances. Et je suis allé faire un jeûne d'1 semaine en buvant uniquement de l'eau. Et ça fait énormément de bien pour, en fait, essayer de créer l'expérience d'être seul quand tu es un extraverti. Pendant d'abord 1 semaine, ensuite d'arrêter de manger complètement. Créer un choc en moi, qui ont été super, super bénéfiques. C'est-à-dire que tout ne s'est pas résolu en 2 semaines. Mais ça a été super. Puis 2 semaines après, j'ai recommencé à bosser petit à petit, encore épuisé en fait. Et là, j'ai eu l'accompagnement d'un coach pendant 3-4 mois. On a beaucoup travaillé sur justement la remise à plat. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on a réorienté toute la stratégie de Chance et on s'est rendu compte que le sujet de l'orientation pro était un sujet qui était réparti, quelle que soit la classe sociale, le niveau d'études des gens. Notamment chez tous nos potes, qui étaient des trentenaires avec un haut niveau d'éducation, qui se posaient des questions, crise de la trentaine, crise de la quarantaine. Et j'étais en plein dedans. Et c'est comme ça qu'on a réorienté la boîte en disant, on va créer le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde. La preuve, c'est qu'il sera désirable de tous, y compris les gens qui ont tout type d'alternatives, et on va le rendre accessible à tous. Et voilà comment on a réaligné, on est reparti en accélérant très fortement. Et là, on a eu 2 éléments de chance, et ça, c'est la vie qui m'a apporté et nous a apporté 2 choses à ce moment-là. C'est qu'on avait un soutien historique de Google.org, donc le bras philanthropique de Google. On pensait en annonçant le burn-out que, en fait, tu penses quand tu fais un burn-out que tout le monde va te considérer prendre pour un loser, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, a fortiori, Google, qui nous a soutenus, va dire, vous êtes des nuls. Et puis, c'est toi qui as décidé de leur dire, tu t'étais obligé de leur dire? Il fallait, parce que c'était nos partenaires et qui ont financé très fortement Chance. Et à ce moment-là, je m'attendais donc à ce qu'ils disent, ok, c'est cool, tant mieux, et puis dommage, quoi. Et pas du tout. Ils nous ont dit, non seulement on vous abandonne pas, mais on vous fait une donation d'1 million d'euros et un partenariat technique en France. Génial. 2, Facebook a un concours de start-up en France et nous appelle en disant on voudrait que vous veniez en finale de ce concours pour les boîtes qui sont normalement en accélération, pour les héberger, les incuber à Station F, etc. Et donc je leur dis au téléphone, c'est très gentil, mais malheureusement, vous savez, on est en train de tout changer, donc on n'est pas du tout en phase d'accélération, on est en phase de quasiment redémarrage. Je dis, venez quand même. Et là, 2e expérience, je me retrouve face à un jeu de 10 personnes, et je leur explique tout. Je leur explique tous les mauvais choix, je leur explique ma situation personnelle, physique et mentale, je leur explique ce qu'on sait qu'on veut faire dans le futur et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a prouvé, ce qu'on n'a pas prouvé. Je leur dis, voilà, vous savez tout. Et on a gagné. Et pourquoi ? Parce que les gens ont apprécié, je pense, probablement ça a fait écho pour beaucoup de personnes à leur vie et à la vie de leurs proches, et 2, en disant, c'est authentique, c'est vrai, on n'est pas des super-héros. Il y a l'humilité de dire la vérité avec ce qui est les forces en fait de l'organisation Chance et les miennes, et ce qui sont nos faiblesses et nos trous dans la raquette. Ils nous ont fait confiance et aujourd'hui je pense qu'ils considèrent que c'était un bon choix. C'est génial. Merci beaucoup de partager toute cette histoire. Mais ce que je trouve fascinant dans ce que tu racontes, c'est que finalement ton burn-out a été aussi le point de départ quelque part du pivot de Chance. Les 2 sont un peu imbriqués et finalement c'est aussi parce que tu as montré ta vulnérabilité
à tes investisseurs historiques, mais aussi à ce concours Facebook, probablement que ça a joué en fait quand même de montrer ça. Donc c'est incroyable. Bien sûr, je t'ai donné l'exemple de Facebook, de Google à ce moment-là, et t'es surpris par le soutien. Alors, je t'ai parlé du soutien de mon associé qui a été incroyable, Clémence, à ce moment-là, par sa robustesse. Nos actionnaires, je recevais des calls, tu vois, de gens plutôt froids, très formels, qui t'appellent comme si c'était ton père, quoi. Ma famille a été hyper présente à ce moment-là, en acceptant le sujet et et c'est pas une maladie. Enfin, les gens appellent ça la maladie du 21e siècle. Moi, je trouve que c'est pas du tout une maladie. C'est une crise passagère, quoi. En tout cas pour la majorité des gens, et tant mieux. Mais t'en sors infiniment plus fort. T'en sors infiniment plus fort parce que d'abord t'es forcé de réaligner là où t'aurais continué en fait à subir ta vie dans les faits. Tu vas à continuer dans le siège du passager. Et là, il y a un élément déclencheur. Le monde est quand même assez bien fait. Si tu regardes le verre à moitié plein, c'est un élément déclencheur qui te dit là, c'est le moment de se remettre à piloter. La question, c'est difficile de se mettre à piloter. En l'occurrence, moi, j'avais pas chance. J'avais eu un coach indépendant. Aujourd'hui, c'est fondamentalement ce que Chance permet aux gens de repiloter en y allant méthodiquement. Et aujourd'hui, du coup, donc tu continues à beaucoup travailler, à co-diriger Chance. Quels sont tes garde-fous pour t'assurer que cette situation, elle veut pas te réarriver? Enfin, je sais pas si déjà t'as peur que ça te réarrive ou si t'es convaincu que ça pourrait pas te réarriver et qu'est-ce que tu mets en place pour que ça ne soit pas le cas? Je suis sûr que ça peut me réarriver. Et je suis loin d'être exemplaire. C'est-à-dire que les premiers garde-fous ont été donc de très très bien redéfinir en fait. Alors, le sens que je donne à ma vie est lié très fortement à ma vie professionnelle parce qu'elle est en fait hyper alignée avec ma mission de vie. Et donc de bien définir ces 4 piliers, donc d'être sûr, en tout cas d'être bien en contrôle des 4 piliers du travail qui sont les miens et de pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, et c'était le cas avec notre pivot. Ça, c'est le premier truc qui est la base, quoi. Ensuite, deuxième élément, sur les garde-fous, il y a un élément dont je parlais, il y a 2 choses. Un, le fait de faire autre chose. Souvent, le burn-out, quand il est lié au travail, c'est parce que tu ne penses plus qu'à ça et tu continues à travailler avec une baisse d'efficacité, mais comme tu as une conscience professionnelle, tu travailles plus avec une efficacité qui est moindre, et puis c'est un cercle vicieux. Donc ensuite tu es de plus en plus crevé, et puis tu es de moins en moins efficace, donc tu travailles de plus en plus, etc. Et tu penses de plus en plus à ça. Donc le premier élément, c'est d'avoir des moments où je te parle uniquement de moi, je suis pas du tout en train de donner des leçons là. Non, bien sûr, non, c'est vraiment ta situation. Enfin, comme tu es resté entrepreneur et que je sais que tu travailles toujours autant, comment tu fais pour te protéger? Parce que la première question a été de bien déterminer ce qui me donne de l'énergie. Ça, c'est dans le processus de Chance, on le fait dans toute la partie d'introspection, ce qui est toute la motivation intrinsèque et extrinsèque. Et là, en l'occurrence, moi, ce qui me donne l'énergie, c'est des échanges avec des gens que je découvre ou que je redécouvre. Et notamment, après avoir vécu 8 ans à l'étranger, de pas retomber dans un cercle pariso-parisien de gens qui ont fait les mêmes parcours, notamment d'études que moi. Je voulais sortir en fait de ça, non pas parce que pour décrier, j'ai plein d'amis géniaux qui me ressemblent, mais pour aller vivre et se nourrir de choses autres. Et là, en fait, je découvrais avec mon coach qui était mon coach mexicain, qui me disait en fait, t'as le Paris des Indiens, t'as le Paris des Mexicains, t'as le Paris des Italiens. En fait, il y a plein d'autres Paris que tu vois pas. Des Indiens, des Américains, etc. Donc tu peux tout à fait te nourrir de l'international dans Paris, il suffit d'être dans les bons groupes et de rencontrer des internationaux, etc. Donc je me suis donné comme règle de me forcer au démarrage, ensuite ça se fait tout seul parce que c'est des chaînes d'amitié qui se créent, de passer du temps avec des internationaux. C'était génialissime et c'était une excellente chose. Deuxième, ça a été d'avoir une routine en faisant autre chose que travailler, qui sont 2 choses. Un, méditation et sport. Ok. Est-ce que je la tiens? Honnêtement, non.
Est-ce que je fais des phases dans lesquelles je les tiens? Oui. Et ça va beaucoup mieux quand il le fait. Du coup, si j'avais une leçon à faire, c'est faites ce que je ne fais pas. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Est-ce que c'est quoi ta routine concrètement? Dans ce cas-là, c'est réveil, méditation de 15-20 minutes, gym pendant 10 minutes. Et ensuite, la journée commence. À côté de ça, essayer d'avoir des sessions de sport où on pense vraiment à autre chose. Et puis le troisième élément, c'est la vie sociale qui vient te nourrir parce que je suis un extraverti et que j'ai besoin de découvrir, d'échanger et que ça, c'est pour moi un dîner et une bouteille de vin a beaucoup plus de valeur pour me reposer l'esprit que 3 heures de sommeil supplémentaire. Ouais, ça, c'est vrai que c'est très personnel et du coup, c'est bien de le savoir sur soi. Et est-ce que depuis, tu as eu des moments un peu où tu vois des petites alertes Oui, la semaine dernière. Ah. La semaine dernière, en fait, moi, depuis, c'est marrant, si le corps est bien fait, j'y ai jamais pensé comme ça, mais j'ai des migraines. Et les migraines arrivent quand j'ai un niveau de stress et un niveau de fatigue élevé. Donc quand je commence à avoir 3 migraines en une semaine, je me dis que je suis en train de tirer trop loin. La semaine dernière, j'ai eu 4 migraines. Et jeudi, j'étais donc 3e jour avec une migraine de suite, alors que je prends des médicaments. Là, je me suis dit, là, tu vas beaucoup trop loin. Et j'ai senti que je commençais à trembler de fatigue, quoi. Et là, je me suis dit, ça, c'est un signal. Mais du coup, maintenant, quand j'ai un signal comme ça, immédiatement, je sais quoi faire. Donc, j'ai tout de suite arrêté. J'avais la chance d'avoir un week-end prévu avec des amis. Pas de boulot du tout. Et j'ai fait ce qui est bon pour moi, c'est-à-dire penser à autre chose, prendre une bouteille de vin et voir des gens que j'aime. C'est très intéressant parce que tu mentionnes le corps et je pense que ça, c'est un point clé. C'est le lien au corps qui est un petit peu oublié, qui finalement, souvent, quand les gens qui vivent un burn-out se rendent compte a posteriori, et moi, la première, que en fait, le corps, il te l'a dit pendant un petit moment qu'il y avait des problèmes, mais tu les as pas écoutés. Et je suis d'accord avec toi que le fait d'avoir vécu ça, ça te donne une conscience un petit peu plus aiguë de quand il y a un problème, en fait. Absolument. Et je pense qu'il y a une deuxième chose que ça t'apporte, et je serais curieux de savoir si c'est le cas pour toi aussi, c'est que il y a une responsabilité là, en tout cas moi je me dis, t'as eu la chance de sortir de ton burn-out en bonne santé. Il y a des gens qui sortent d'un burn-out comme des légumes, quoi. Et donc t'as pas le droit de te laisser retomber dans un, parce que la dernière chose que je souhaite, c'est de devenir un légume. D'où la responsabilité ensuite de ne pas dépasser les barrières, et là les signaux te permettent de le faire, mais il faudrait être proactif. Je pense que je le suis très bien sur la notion du sens de mon travail et de ma vie. Sur l'hygiène de vie à côté, je pense qu'il y a des progrès à faire. Ouais, c'est super intéressant. Je suis d'accord, que je me dis, j'ai eu de la chance, finalement, d'en sortir indemne, effectivement, parce que tu te rends compte que ça peut être vraiment très grave. Et moi, je me dis, en fait, mon corps, c'est mon seul compagnon de façon absolument certaine pour toute ma vie. Donc, faut que j'en prenne plus soin que je ne l'ai fait par le passé. Moi, je dirais que je fais attention. En fait, mon rythme actuel me permet de faire attention à tout ce qui est fatigue, et je me rends compte que j'ai pas encore récupéré mon niveau d'énergie d'avant. J'avais beaucoup d'énergie. Je sais pas si un jour je me sentirai aussi énergique, mais tu vois, je fais moins de choses, j'ai moins une vie sociale ultra remplie. C'est marrant sur ce que tu dis sur le niveau d'énergie. Pour ma part, je pense que j'ai pas la même énergie qu'avant le burn-out. Et c'était il y a 2 ans et demi. On peut dire que c'est là, je suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que ça a impacté mon niveau d'énergie négativement. Est-ce que c'est chouette? Non, pas du tout. Et quand tu t'énergises en faisant plein de choses, c'est quand même chiant de pouvoir en faire moins. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, et peut-être que, en fait, c'est mon mari qui m'a dit ça. Il m'a dit que j'avais une énergie différente d'avant. Et j'aime bien cette idée de me dire, en fait, moi, j'ai l'impression que j'en ai moins. Peut-être qu'en fait, je dégage quelque chose de différent, d'un peu moins speed, d'un peu moins excité. Je sais pas, mais de toute façon, il faut qu'on fasse avec ce niveau-là, quoi. C'est intéressant sur ce que tu dis. En fait, les speeds, la suractivité est aussi une façon de masquer un petit vide ou des doutes. Et c'est quelque chose. On parlait du confinement tout à l'heure.
Nous, en fait, aujourd'hui, il y a 3 fois plus de personnes qu'au démarrage du confinement qui viennent s'inscrire sur Chance. Une des raisons, c'est pour ça que ça a été dopé par le fait d'arrêter la course-poursuite du quotidien, de se retrouver en confinement. Les gens se retrouvent face à leur réalité et se disent « Ah, mais en fait, ce que je suis en train de faire n'a pas vraiment de sens, ou alors pourquoi est-ce qu'il aurait du sens? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre sens à ce que je suis en train de faire ?» Et vraiment, la notion du sens, il faut dépasser le sujet de « Ah, est-ce que aujourd'hui je suis consultant et demain je vais être fermier dans le Larzac ?» Non, c'est pas du tout ça. C'est est-ce que, en fait, l'équilibre que je suis en train d'avoir, j'ai un chiffre, on a fait une étude avec YouGov il y a 2 semaines. Tu as 75% des Français qui se disent motivés pour avoir un meilleur équilibre de vie. 75%, c'est complètement incroyable. T'en as 66 qui souhaitent réduire leur stress au travail. 2/3. T'en as 68% qui veulent être davantage reconnus dans leur travail. T'as le chiffre dont je parlais très rapidement tout à l'heure, où t'as 1/3 des gens qui se disent qui changent pas parce qu'ils ont peur de se tromper. Enfin, c'est astronomique. Et tout ça, c'est des gens que tu croises tous les jours. C'est tous nos amis qui courent et qui vont d'un dîner au boulot et métro boulot dodo, les enfants et puis voilà, les années défilent. Si tu pouvais revenir en arrière, peut-être au moment où tu as créé Chance, avant le burn-out, et que tu pouvais te donner un conseil à toi-même, mais au Ludo plus jeune, qu'est-ce que tu te dirais? Oula, plein, toutes les erreurs à ne pas refaire. Il y en a des dizaines. C'est hyper intéressant, c'est la question de est-ce que je regrette ce burn-out? Non. En fait, non. Je ne m'étais jamais posé la question avant. En fait, qui je suis aujourd'hui, je pense être quelqu'un de plus établi dans ma tête, plus mûr que je n'étais avant le burn-out. Donc, d'une certaine façon, je suis quelqu'un de mieux aujourd'hui que je ne l'étais. Donc, en fait, paradoxalement, je ne le regrette pas. Donc c'était bien un petit cadeau mal emballé de la vie. N'est-ce pas? C'est une autre chose que je voulais te demander parce que c'est vrai que ça paraît difficilement concevable, mais moi aussi, à vrai dire, je me dis en fait si on pouvait me catapulter dans le passé, je crois aujourd'hui que je prendrais quand même ce chemin-là, alors qu'il est vraiment difficile à traverser, mais parce que tout ce qui s'ensuit trouve son sens, et donc si je comprends bien, tu te dis un peu la même chose. Absolument. Est-ce qu'il y a un contenu, alors ça peut vraiment être tout ce que tu veux, un livre, un film, un podcast, où tu te dirais que tu as envie de conseiller parce que toi, ça t'a aidé à un moment, voire ça a changé ta vie? Pour moi, ça a été la biographie de Mohamed Younous qui en fait a changé la façon dont je voyais le sens de ma vie, en me disant en fait ce mec, c'est l'entrepreneur social iconique et il a réussi à innover et à créer un système autoporté et non dépendant de philanthropie, permettant de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Donc, moi, c'est le bouquin qui a changé ma vie. Ça me donne envie quand même du coup de te poser la question, parce que du coup Mohamed Younous, qui est quand même prix Nobel de la paix, est votre président. Comment tu as fait pour que une personne aussi connue soit impliquée dans le projet Chance? C'est une histoire un peu marrante. En 2014, donc précédemment j'étais recruteur aux Émirats Arabes, et donc j'ai recruté un peu partout dans le monde, notamment en Asie, au Moyen-Orient. Puis ensuite je suis parti à San Francisco. Il se trouve que j'ai fait des études de psycho appliquées à San Francisco. C'est aussi des éléments qui m'ont rapproché de la psy, de la réflexion par rapport à la santé mentale. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la technologie, découvert la psychologie. Je me suis dit en fait on peut changer la vie des gens en travaillant sur leur voie professionnelle. Et donc j'étais très inspiré par Mohamed Younous, et notamment il avait conceptualisé cette notion de social business qui est le modèle hybride entre une ONG et un modèle for profit classique. Et donc je me suis dit va au-delà des bouquins, va aller étudier au Bangladesh les différents modèles qu'il a développés là-bas, la Grameen Bank évidemment, mais également une joint venture qui est développée avec Danone, avec Veolia, etc. Donc je passe là-bas 2 semaines à étudier les différents modèles qu'il avait développés. Et puis, au bout de 2 semaines, il y avait la journée mondiale du social business, qui sont 2000 personnes qui viennent du monde entier. Et puis la veille, Younous avait invité un dîner de gala, où il avait invité quelques délégations internationales. Et
trouver mon moyen quand même pour rentrer dans l'hôtel. Et puis là, tu vois, genre, généralement dans le monde du social, les gens sont pas particulièrement fringués. Donc j'arrive avec une chemise en jean, un pantalon vert, j'entre. Les femmes avaient des longues robes, les hommes avaient des vestes, etc. Je me dis, Ludo, t'es complètement à côté de la plaque. Mais je reste là parce que tu peux pas retourner récupérer une veste à l'hôtel avec le trafic, impossible. Donc je reste là, j'avais 30 ans de moins que la moyenne des gens. Et puis je me tourne vers mon voisin de droite au cocktail. Bonsoir monsieur, vous venez d'où? Il me dit, je viens du Kazakhstan. Ah génial, moi je viens de France. Et qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan? Il me dit, je suis ministre de l'économie. Ah bah super, moi je suis Ludo, je suis ministre de rien du tout. Et t'avais comme ça des gens des gouvernements, Nations Unies, grandes entreprises, grandes fondations. Et puis Younous arrive, donc j'étais comme un gosse qui voit le prix, pas le prix Nobel, mais le Père Noël. Et il monte sur scène, tout le monde va s'asseoir aux tables de gage, s'asseoir dans le fond. Et puis il nous fait un speech super charismatique de 20 minutes. À l'issue de quoi il nous dit, écoutez, au Bangladesh, il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives. Or, la délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Et donc, il demande à ses collaborateurs, est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain? Comme personne bougeait, je me suis dit, Ludo, c'est pour toi. Je me suis dit, Ludo, c'est pour toi. Donc, je me suis levé du fond. Je me suis mis à courir avec ma chemise en jean entre étapes de gala. Et j'arrive en bas de la scène. Et Younous, en général, est quelqu'un de hyper souriant. Il ouvre de grands yeux en disant, c'est qui ce petit jeune-là qui débarque? Et je vois au deuxième rang Emmanuel Faber, qui est le CEO de Danone, qui parle beaucoup de l'impact positif que les entreprises peuvent avoir sur la société aujourd'hui. En France, qui est une personne iconique sur ce sujet, qui a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle Les chemins de traverse, qui est un second bouquin qui m'a pas mal marqué dans la vie. Donc là, je me dis, attends, Ludo, t'as devant toi ton idole, là, le mec avec qui tu voudrais discuter en France dans ton pays, donc de l'idée de chance, qui était juste une idée à ce moment-là, te foire pas. Donc, 5 secondes les plus longues de ma vie, je monte tout doucement les marches, j'arrive sur scène, je me rapproche de Younous, j'avais pas l'air méchant, il me prête le micro, et donc je leur dis, bonsoir à tous, je m'appelle Ludovic, j'ai 27 ans, je suis français, et si je suis au Bangladesh ce soir, c'est parce que quelqu'un dans cette salle a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Et dans la salle, ils avaient tous écrit 2-3 bouquins chacun, donc ils disaient, ça va être pour moi celui-là. Et donc je fais une petite pause, et puis je dis Emmanuel Faber, donc le CEO de Danone. Et puis ensuite, je pitch l'idée de chance pour la première fois en 15 minutes. Donc quasiment la durée du discours de Younous. Et à l'issue de quoi, Younous me prend dans les bras et dit, vous voyez, c'est exactement ça ma vision de social business. Il y a des millions de personnes qui se cherchent, en fait, et qui, comme des hamsters, tournent dans leur roue et enchaînent les journées, les années, les dizaines, et puis c'est fini. Et sortent jamais de leurs conditions, en particulier les personnes moins favorisées. De l'autre côté, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui galèrent en fait à recruter des personnes qui vont être engagées. Donc avec le pouvoir de la technologie combiné avec la psychologie avec la technologie, on peut créer un business model et un système qui est financièrement indépendant, non subventionné comme une ONG, et avoir un impact à une échelle mondiale. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais aider Ludovic, ça va fonctionner. Et là, je suis descendu de scène, j'ai récupéré 150 cartes de visite des gens qui étaient là. Le lendemain, un rendez-vous avec le CEO de Danone, et 2 jours après, un rendez-vous avec Younous qui a accepté de devenir le président d'une boîte qu'on a montée ensemble. Et c'est comme ça que je suis reparti à San Francisco, que j'ai démissionné et qu'on a démarré Chance. Quelques mois après, j'ai appelé Clémence, qui était une de mes amies, qui elle était consultante financière et qui a fait, à ce moment-là, qui a en fait fait sa reconversion, sa réorientation immédiatement et qui a rejoint l'aventure. Et voilà comment tout a démarré à San Francisco. Franchement, c'est une histoire incroyable que moi je connaissais déjà, mais je suis hyper contente que tu la partages parce que je trouve que c'est un excellent exemple de ce que l'alignement permet d'obtenir. Tu vois, tu parlais tout à l'heure un peu des choses incroyables que la vie t'a envoyées, et en fait, je crois vraiment que c'est parce que t'es au bon moment, au bon endroit, en train de faire exactement la bonne chose pour toi, qui se produit ce truc absolument hallucinant où tu as l'opportunité de faire ça, et du coup, c'est une super histoire. Ce truc qui s'appelle une chance. Finalement. Merci Ludo. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite.